Alors finalement il y a même des cerisiers. Parce qu'effectivement il y a plusieurs espèces de cerisiers, donc elles ne fleurissent pas toutes au même moment. Et je pense que comme ça vous y verrez un petit peu mieux. Et d'ailleurs pour les glycines c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que selon la couleur elles ne fleurissent pas au même moment. Donc en ce moment c'est les violettes, les blanches et les violettes très claires. Et un petit peu plus tard ça sera les jaunes et après je me rappelle plus, voilà. Mais donc du coup c'est ce qui fait que plus ou moins tout le temps il y a vraiment des fleurs magnifiques à voir. Et puis de toute façon c'est pas celle-là, vous voyez bien sur les vidéos, il y a toutes sortes de fleurs. C'est un parc qui coûte un petit peu cher au niveau de l'entrée, mais sincèrement le parc est très grand et on voit le soin qui est apporté, les fleurs qui mettent, le travail qui est mis. Il y a des gens qui travaillent ici sans arrêt, on les voit sans arrêt en train de s'occuper des plantes, de tout. Donc sincèrement c'est quelque chose à faire. Il me semble qu'à partir de Tokyo il y a des trajets directs puisque c'est quand même assez touristique. Et d'ailleurs j'ai eu la très bonne idée aussi de venir très tôt le matin parce qu'il est, je suis arrivée, il est à peu près 8 h du matin. J'en ai eu pour 1h30 de trajet, donc ouais, je suis encore un petit peu dans le... Je manque un petit peu de café, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que j'ai? Je suis désolée, entre le soleil et tout ça, j'y vois pas très bien. Mais heureusement, parce qu'on est en semaine, il y a déjà un minimum de monde. Donc je pense que si j'étais venue plus tard, ça aurait été bondé. Et du coup, j'aurais pas pu forcément faire les mêmes images. Voilà. Donc profitons-en. En tout cas, moi j'en profite. Et puis j'espère que de façon, on va dire par procuration, vous allez en profiter aussi. Voilà. Bon, il commence à faire chaud par contre, hein. Alors du coup, même pas 9 h du mat, je suis déjà en train de chercher l'ombre. Ça promet pour la journée. Bref, par contre, comme je disais, c'est Bourdonland, hein, ça y va. Mais ça fait plaisir de voir justement quand un jardin est plein de vie, sincèrement. Ça, c'est des trucs, moi personnellement, en tout cas, ça ne me dérange absolument pas. Alors, je ne suis pas du tout fatiguée, mais le soleil cogne quelque chose de bien. J'ai super chaud. Du coup, là, je me mets un petit peu à l'ombre et puis comme ça, je vais peut-être commencer à vous parler d'une de mes lectures en cours. Alors, je disais donc, je vais essayer de vous parler d'une de mes lectures en cours, mais au final, vu qu'il s'agit d'une lecture sur l'extinction des espèces, je vais peut-être attendre d'être rentrée à la maison parce que là, j'ai envie de profiter positivement de la nature sans me dire que tout ça va bientôt partir. Donc voilà. Puis
puis en plus il y a des gens qui passent et puis qui me regardent bizarre, donc voilà. Parce que le truc effectivement, comme j'ai dit, c'est que c'est quand même assez touristique. On a beau être en semaine et tôt le matin, il y a beaucoup de gens qui sont ici, entre autres des retraités, et donc c'est moins tranquille que ce que je pensais. Mais je pense que du coup j'irai peut-être vous expliquer tout ça dans le petit parc qui est à côté de chez moi, parce qu'il est bien sympa aussi. Si j'y vais tôt le matin, il n'y a pas encore mes élèves qui traînent là-bas, donc du coup je pourrais faire ça tranquillement et sans risquer d'être interpellée ou voilà. C'est d'ailleurs malheureusement l'une des raisons pour lesquelles, même si j'ai un petit parc en bas de chez moi, j'y vais quasi jamais, parce que j'ai pas forcément envie de croiser les mômes ou leurs parents à l'extérieur du travail, ou en tout cas pas quand je suis en train de faire quelque chose de différent. Voilà. Bah écoutez, moi je continue de profiter de mon jardin et puis je vous reprends plus tard pour vous parler de mes lectures qui sont quand même le sujet principal. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors je fais un petit intermède de géographique parce que je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois avant d'habiter par ici. J'ai habité au pied d'un volcan. Vous voyez là, le pic là, c'est le mont Asama, c'est le volcan le plus actif de l'île de Honshu, et j'habitais dans une toute petite ville qui était juste à son pied. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour l'info et puis pour le plaisir de vous montrer un volcan actif et qui très sincèrement me manque parce que le paysage était très beau de ce côté-là. Voilà. Salut tout le monde, finalement je vous reprends quelques heures plus tard parce qu'il faisait vraiment trop chaud pour rester dehors. La température a grimpé super vite là ces derniers jours, et donc j'avoue quand je suis rentrée du jardin il faisait déjà 30 degrés, donc du coup je préférais venir à la maison pour vous parler bouquin, et puis comme ça en même temps je peux vous en parler un peu plus tranquillement, puisque comme vous l'avez vu, bon il y avait quand même un petit peu de monde, donc c'est quand même plus agréable juste de revenir et puis de pouvoir discuter comme j'en ai envie tout simplement. Voilà. Alors en ce moment j'ai plusieurs lectures en cours justement dont je voulais vous parler, sauf que l'une d'entre elles, Waldo, j'ai déjà commencé à en parler dans ma palle pour le mois de la SF, ou avril, non pardon, pour avril autour de la SF. Donc comme j'ai déjà donné l'introduction, je vous en reparlerai en fait quand j'aurai terminé pour vous donner ma conclusion sur ce que j'ai pensé sur ce bouquin. Voilà. Alors sinon j'ai commencé un livre qui n'est pas du tout de la fiction, puisque le livre s'appelle Extinction. Et en fait c'est un livre qui traite des extinctions de masse et bien entendu de la 6e que l'on est vraisemblablement en train de provoquer. Voilà. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas lu ce genre de livre, mais j'avoue très sincèrement que pour l'instant je suis ravie. Alors pourquoi? Parce que déjà c'est super bien écrit, c'est de la vulgarisation scientifique, mais vraiment parfois on a des livres de vulgarisation scientifique, mais des fois ils s'embourbent un petit peu trop dans des choses vraiment très précises ou très... Là, sincèrement, on comprend tout, c'est hyper simple, on a l'impression en fait de discuter avec un ami et pas en fait d'avoir une leçon de la part d'un professeur. Donc je pense que peut-être que ce ton, cette proximité fait que ça passe comme une lettre à la poste, et c'est passionnant parce que je ne sais pas ce qu'il pense, mais il est assez évident qu'il part du principe que nous sommes des personnes qui ne nous y connaissons pas forcément dans ce type de domaine. L'auteur, c'est Charles Finkel, pardon, je ne vous ai pas donné le nom. C'est un géologue planétaire, c'est-à-dire qu'il étudie la géologie de la Terre, mais pas que, puisqu'apparemment, je crois qu'il est aussi spécialisé dans les cratères de la Lune et de Mars. Bref. Donc en fait, ce qui est hyper intéressant, peut-être aussi dû à sa formation, c'est qu'il part de zéro, comme si on ne connaissait absolument rien au sujet, et très rapidement, il revient sur l'explication de ce qu'est une espèce, toutes les glaciations, les extinctions de masse, le pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'elles auraient été provoquées, et surtout qu'est-ce qui existait à cette époque-là, de quelle façon on a
trouver les traces, pourquoi on a compris ce qu'il s'est passé, etc., etc. Donc bien entendu, c'est sa spécialité. Mais c'est expliqué de telle façon et en même temps c'est résumé, très sincèrement, c'est très 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 compréhensible. Comme je dis, on n'a même pas l'impression d'assister à un cours ou de lire un manuel on a l'impression de discuter avec un pote en fait qui connaît ce genre de choses et qui nous explique ce qu'il sait là-dessus. Voilà. Donc pour l'instant, je suis en train donc de lire justement toute cette partie qui concerne les précédentes extinctions, donc les 5 premières qui sont arrivées, donc jusqu'à celle des dinosaures. Et voilà, donc pour l'instant, bon, effectivement, comme ce n'est pas un roman, du coup, il n'y a pas de spoil, il n'y a pas tout ça. Hein. Mais c'est vrai que si vous vous intéressez un tant soit peu aux dinosaures, aux extinctions des espèces, à la géologie, à la paléontologie, à l'astrophysique, parce qu'en fait, dans ses explications, il arrive à lier tous ces éléments ensemble et ça rend le truc passionnant. C'est, comment dire, je tourne les pages comme si c'était un super bon roman. Voilà, c'est limite de me dire ah mais attends mais alors du coup ça s'est passé comment ça c'est il y a vraiment cette envie de connaître la suite. C'est un peu bizarre de dire de connaître la suite, mais on va plutôt dire d'en savoir plus, voilà, d'en apprendre plus, d'en comprendre plus. Parce que, bon, je me répète, hein, mais c'est tellement bien expliqué qu'on a l'impression en fait qu'il ouvre des tiroirs dans notre tête où les choses s'imbriquent super bien. Voilà. Il a écrit d'autres livres sur d'autres thématiques par contre, et je pense que très certainement après celui-là, j'irai voir. Vu qu'il s'agit des extinctions là, donc il revient au niveau historique, mais je pense que par la suite il va plutôt parler de la biosphère, des espèces, de la biologie, de la nature en général, mais je vous tiendrai au courant. Voilà, en tous les cas, franchement, pour apprendre des choses, c'est vraiment très très bien fait, c'est bien découpé, c'est bien organisé, parce que ça aussi c'est vrai que dans des livres de vulgarisation scientifique, des fois c'est pas évident d'avoir des choses bien découpées pour des gens qui ne sont pas forcément connaisseurs, mais là c'est très très bien fait. Voilà. Il paraît qu'il faut voter. Voilà. Donc je vais aller prendre le train pour passer la nuit à Tokyo parce que je veux pouvoir aller à l'ambassade de France le plus tôt possible. Ils ouvrent à 8h, me débarrasser de ça. Comme ça, c'est fait. Et puis comme ça, j'en profite un petit peu pour visiter des petites choses à Tokyo. Et j'ai déjà prévu quelques petites choses à vous montrer. Alors j'espère juste que ça sera ouvert ou disponible parce que même quand c'est en général des choses ouvertes, je suis mise pas de bol, hein. Et très souvent, quand j'ai un truc en tête, j'y vais, c'est en travaux, c'est fermé définitivement, c'est... Enfin voilà. Donc, pour l'instant, je ne dis pas. Si je fais pas une chose, j'en ferai une autre. Mais en tout cas, je vais essayer de vous montrer des petites choses qu'on n'a pas forcément en France, ou en tout cas qu'on ne connaît pas forcément de Tokyo non plus. C'est-à-dire pas forcément des choses typiques. Et puis ça me permet aussi de voir moi-même quelque chose de différent. Alors au printemps, c'est un des trucs que j'adore vraiment au Japon, c'est à quel point les saisons sont marquées, sauf l'été. Parce que l'été c'est quelque chose qui bizarrement n'est pas très connu, mais c'est chaud patate. Hein. Mais le fait que les saisons sont aussi marquées, c'est-à-dire autant de neige en hiver, même si c'est pas ici, mais il y a tellement de régions accessibles où il y a plein de neige, où il y a plein de festivals de neige, comment dire, on sent vraiment les saisons passer et même les changements semaine par semaine. Et ça, c'est un truc que j'adore. Parce que du coup, entre guillemets, avec la météo, on s'ennuie jamais. Voilà. Même si des fois c'est des typhons, des machins, des trucs, enfin c'est pas forcément des choses super agréables ou super belles, mais j'aime beaucoup en fait le fait que ça change sans arrêt. Et au printemps, il faut avouer que c'est une nouvelle fleur quasiment tous les 10 jours à aller visiter, à aller voir. Là, je vous en ai déjà montré pas mal, l'air de rien, puisque il y a les cerisiers, puis je vous ai montré les glycines, il y avait les azalées aussi dans le jardin de toutes les couleurs, et puis je vais voir en fait si je peux en voir un petit peu plus du côté de Tokyo, même si Tokyo c'est une grosse métropole, mais c'est suffisamment grand pour qu'il y ait des parcs et des coins quand même un petit peu plus intéressants. Donc voilà, en fait réellement je ne sais pas exactement ce que je vais vous montrer, j'ai ma petite liste d'idées, mais des petites choses sympas, et puis moi aussi justement pour faire des choses que je ne connais pas encore là-bas, ça va être mon premier but. Voilà, et écoutez, je vais vous embarquer avec moi, et puis sur ce, je vous dis à très très vite.
Alors je me mets ici parce qu'il n'y a pas grand monde, donc c'est un petit coin tranquille, comme ça j'embêterai pas les gens. Bah écoutez, voilà, je suis arrivée à mon auberge. Alors du coup, comme vous allez pouvoir le voir, je suis restée dans la thématique des livres, puisqu'il s'agit d'une auberge manga, c'est-à-dire qu'il y a des mangas de partout et qu'on peut les lire quand on veut. J'ai le masque qui tombe, par contre j'ai le nez qui s'échappe, excusez. Voilà, donc franchement le cadre est hyper sympa. C'était un petit peu compliqué à trouver par contre parce que comme souvent quand c'est pas au rez-de-chaussée, il faut essayer de regarder tous les panneaux dans le quartier pour repérer dans quel immeuble c'est en fait, donc c'est un petit peu galère. Et puis le check-in aussi était galère parce qu'à cause du Covid en fait il n'y a pas de personnel, donc tout se fait avec une espèce de tablette où il faut ensuite se mettre en ligne, machin, enfin bon bref. C'était un petit peu du sport quand même, mais franchement l'endroit est vraiment super sympa. Sinon, en dehors de ça, oui, en fait, je voulais trouver un endroit avec des bouquins pour dormir, puisque je savais qu'il y avait des auberges de ce style-là, une en particulier qui est assez connue. Sauf que, très sincèrement, celle qui est la plus connue, peut-être qu'un jour j'irai, mais elle était à 35 ou 36 € la nuit, et personnellement, je trouve que pour une auberge, c'est un petit peu excessif, même pour le Japon, hein. Donc voilà, donc celle-ci, le Manga Art Hotel, je crois que ça s'appelle, c'est à peu près 20 € la nuit. Voilà, donc c'était beaucoup plus raisonnable pour passer une nuit à Tokyo. Sincèrement, tout est assez cher dans cette ville, donc sincèrement, c'est carrément abordable. Voilà. Écoutez, là je viens juste d'aller au Lawson pour me prendre un café pour demain matin, parce que je n'aurai pas le temps de me poser avant d'aller à l'ambassade pour voter. Et en fait, il faut que je décolle à 7 h du matin pour être sûre d'y être au moment de l'ouverture. Donc du coup, voilà. Donc je prendrai mon petit café là, mais après dans la matinée, je me poserai. Et puis comme ça, je pourrai vous expliquer un petit peu plus de choses selon ce que j'aurai visité. Voilà. Je vais finir par mettre un bout de scotch sur mes masques. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt.
Alors on est reparti pour une petite visite. Aujourd'hui nous sommes à Tatebayashi, que l'on surnomme la ville des azalées. Donc on devrait en avoir pas mal ici aussi vu que c'est la période. Et puis j'espère qu'on aura un petit peu plus de chance qu'à Tokyo, parce que malheureusement Tokyo j'avais prévu pas mal de petites choses. Mais oula, oh ben j'ai les cheveux de plus en plus longs moi, tiens. Bref. Et puis les cheveux dans la gueule surtout, passons. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait pas mal de choses qui étaient fermées parce que c'était dimanche, et en plus de ça, comme je vous ai dit, j'y suis allée pour voter, mais pour m'en débarrasser je suis allée voter très très tôt le matin, et la plupart des choses n'ouvrent pas avant 11h. Et donc du coup c'est vrai que j'ai pas pu faire grand chose de ce que j'avais prévu, et en plus de ça j'avais prévu justement d'aller dans un quartier de librairie où il y a beaucoup de livres d'occasion qui est spécialisé là-dessus en fait. Et le problème c'est que non seulement, comme je viens de le dire, il n'y avait pas grand chose ouvert, mais en plus de ça il s'est mis à pleuvoir, j'avais un trou dans ma godasse, enfin c'était la totale. Donc au bout d'un moment j'ai laissé tomber, mais je vous ai quand même pris quelques petites images parce que j'ai vu un temple très sympa. Et puis bon même si c'est que ça au final, je pense que quand même ça vous permet de voir on va dire l'ambiance printanière avec les fleurs. Je suis désolée, j'ai du mal à tenir ce truc, puis le masque encore qui se casse la gueule comme la dernière fois. Voilà, donc nous sommes à Tatebayashi, comme j'ai dit, la ville des azalées, mais je pense qu'il y a aussi un truc avec les tanuki, parce qu'il y en a plein partout. Là je suis devant la mairie, et ça se voit peut-être pas d'ici, mais en fait toutes les statues là, ce sont des tanuki. Écoutez, je sais pas, j'espère que je vais trouver quelque chose qui explique ça, et puis sinon après ça j'irai chercher sur internet le pourquoi du comment. Tatebayashi, je connaissais déjà parce que je suis passée plusieurs fois pour changer de train ou pour m'arrêter en bus, mais en fait j'ai jamais rien visité ici, voilà. Donc ça va être la découverte avec vous, voilà. Je suis désolée, je bouge un peu mon téléphone parce que j'ai du mal à cadrer, mais bon. En dehors de ça, vu qu'aujourd'hui c'est couvert, donc on va pas crever de chaud, ça c'est bien, d'ailleurs j'ai ressorti le gilet. Mais par contre on ne devrait pas avoir de pluie. Donc j'essaierai de trouver un coin pour m'installer tranquillement, et puis comme ça je pourrai vous parler de mes dernières lectures. Voilà, allez ciao, à tout à l'heure. D'ailleurs, toujours à côté de la mairie, effectivement, ça se voit bien qu'il y a beaucoup d'azalées. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les couleurs derrière moi, ce sont tous des azalées. Par ailleurs, celles qu'on a vues jusqu'à maintenant, entre autres dans le temple à Tokyo, c'était des buissons d'azalées. Et il me semble que le parc où je vais maintenant, ce sont des arbres ou des arbustes, je ne suis pas sûre. Voilà. Donc on va aller voir ça. Et puis, on n'a jamais trop de fleurs de toute façon, parce que quand c'est la nature, ça ne peut que faire plaisir. Alors, je ne sais pas si vous entendez derrière moi, mais il y a des grues dans les arbres et des grenouilles. Je vais essayer de voir si j'arrive à prendre quelques images, mais c'est pas garanti, hein.
l'impression d'être au paradis, sérieux. Franchement, entre les lacs, les fontaines, en plus il y a un petit peu de monde, mais comme c'est en semaine, c'est calme. On n'est clairement pas à Tokyo, on peut voir la différence. Il y a beaucoup moins de monde, c'est beaucoup plus agréable. Bref, je suis en train de me régaler. Et c'est bien dommage que j'ai pas ce genre de parc à côté de chez moi, parce que très sincèrement, je passerai mon temps dehors. Ok, et du coup, vu que... Ah, il y a un petit qui passe, comme d'hab, il y a toujours des gens qui passent. Du coup, je vais en profiter donc pour vous parler entre autres d'une lecture que je n'avais pas du tout prévue. Puisque je pense que vous avez vu que dans l'hostel manga dans lequel je suis allée à Tokyo, c'est cool, en fait j'étais interrompue par mon alarme, bref. Oui, donc je disais, je pense que vous avez vu ça quand je suis allée à Tokyo, dans le manga hostel dans lequel je suis allée. Il y avait bien entendu des mangas partout et donc vous pouvez les emprunter pour les lire. Et donc justement le problème c'est qu'il y a l'étage fille et l'étage garçon et donc les mangas sont un petit peu axés par rapport à ce que vous êtes. Et j'avais un petit peu peur, je me dis oulala, à mon avis à l'étage fille je vais pas trouver grand chose pour moi, mais on a le droit d'aller à l'étage garçon pour emprunter des mangas, je crois jusqu'à 7h du soir. Donc du coup j'en ai quand même trouvé un en fait qui m'intéressait, que j'avais envie de lire depuis hyper longtemps, et c'est Bright Stories de Kaori Mori si je me rappelle bien. Et en fait ça m'intéressait parce que déjà ça se passe en Asie centrale et de ce que j'avais vu c'était très intéressant par rapport à la culture des gens de ces pays-là, etc. Donc dans ce manga on suit l'histoire d'Amir qui en fait va avoir un mariage arrangé avec un garçon qui a 8 ans de moins qu'elle. Donc elle a 20 ans et lui il en a 12, donc ce qui pose un problème déjà dès le départ, mais comme c'est un mariage arrangé, de toute façon c'est pour des histoires de territoire, donc ils sont un petit peu obligés de le faire. Sauf que en fait elle arrive dans un peuple sédentaire qui est, en fait pas le peuple mais la famille dans laquelle elle est très très avenante, très très agréable vis-à-vis d'elle et l'accueille très très bien, donc elle va très vite se faire accepter. Et très sincèrement, tout se passe comme des roulettes. Elle et son mari ont plus une relation mère-fils que mari et femme, vu la différence d'âge, ça se comprend un petit peu. Et en fait, dans tout le manga, j'ai lu que le premier tome, hein. Mais je l'ai quand même fini, donc j'étais contente. Et il faudra que j'y retourne pour lire les autres, puisqu'ils y sont tous. Et en fait, ce qui est très très bien, c'est que les deux viennent d'un peuple similaire. Par contre, elle vient d'un tout petit village, donc ils sont encore nomades, alors que effectivement la famille de son mari, ils sont sédentaires. Et donc forcément, les choses ont évolué différemment sur les dernières générations. Et ce sont toutes ces différences et l'étonnement face à ce que les sédentaires ou les nomades sont capables de faire qui vous est raconté détaillé dans ce manga. En dehors de l'histoire de la famille et justement de ce couple, ce qui est très très intéressant, bien entendu c'est leur vie de tous les jours puisque le quotidien est décrit, les dessins sont magnifiques et on vous montre tout, y compris des détails artistiques, par exemple comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils taillent le bois, excusez-moi, j'ai la main qui coince un petit peu, c'est pour des fourmis. Donc par exemple comme sculpter des portes, vous savez dans ces pays-là, les sculptures sur bois sont très 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 détaillées, enfin c'est absolument magnifique, sur plusieurs pages on vous montre tous ces détails, les détails des broderies, les détails des tissus, de toutes ces choses-là, sincèrement c'est magnifique. Alors, malgré le fait que ce soit une histoire d'amour, comme vous savez, moi ce genre de choses, quand c'est axé là-dessus, je m'en tamponne un petit peu. Sauf que là, c'est très très bien fait parce que l'histoire d'amour, comme j'ai dit, est très secondaire, puisqu'au final, il n'y a plus cette relation familiale que entre époux et épouse. Il y a aussi justement tout ce côté culturel, tout ce côté d'artisanat, tout ce côté des paysages, tout ce type de choses. Donc au final, tout ça remplit l'histoire bien plus que l'histoire d'amour et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est clair et net que je vais lire les prochains tomes. Et écoutez, c'était une lecture qui n'était absolument pas prévue, mais pour laquelle je me suis régalée. Et puis j'étais vraiment très contente de le trouver, puisque je n'y avais pas vraiment accès. Et effectivement, c'est un niveau au niveau du langage que moi je n'ai pas encore en japonais, donc je peux pas lire l'original. Voilà. D'autres je peux, mais là celui-là c'est un petit peu compliqué, ne serait-ce que par rapport à tous les détails, par rapport aussi aux relations familiales, etc. Donc c'est une histoire super intéressante, je pense qu'il peut intéresser déjà les personnes qui aiment bien les mangas, faut pas déconner, mais qui aiment bien aussi tout ce qui a rapport avec l'Asie centrale, avec le nomadisme, avec la culture. Ah oui, j'ai complètement oublié de vous dire, ça se passe au 19e siècle, voilà, donc c'est aussi un minimum historique, un minimum bien entendu c'est romancé, mais c'était vraiment super intéressant. Donc très sincèrement je conseille sans souci, je me suis régalée. Par contre j'ai envie de lire les autres tomes parce que bien entendu il y a un petit retournement de situation, un petit quelque chose qui arrive à cause de la famille de la jeune fille qui a été donnée et qui a décidé de changer d'avis et donc forcément ça va avoir des nouvelles conséquences. Voilà.
Écoutez, sur ce, moi je vais retourner trotter dans le parc. Voilà, je me fais plaisir. Comme d'hab, par contre, il faut que je fasse gaffe à l'heure parce qu'après, il faut que je travaille. Mais j'ai envie d'en profiter. Voilà, c'est super beau. Il fait calme. C'est calme, il fait gris, il y a un petit peu de vent, donc il fait bon. On n'est pas dans les 30 degrés de tous ces derniers jours, pas encore dans l'humidité parce qu'on n'est pas encore en été. Donc franchement, juste, c'est idéal. Là, je suis en train de passer une journée bien meilleure que celle que j'ai eue à Tokyo où c'était... mais c'était la faute à pas de bol. Hein. À Tokyo, c'était juste pas de bol sur pas de bol sur pas de bol. Il y a des jours comme ça arrive. Mais bon, au final, on s'en fiche. Voilà, là aujourd'hui... la seule chose que je regrette effectivement c'est de pas avoir quelqu'un avec moi pour dire regarde. Oui, je suis un peu con quand je découvre des choses. Quand je regarde, je suis pareil, excusez-moi. Salut. Écoutez, là je vous reprends parce que suite à ces quelques pérégrinations, je voulais aussi en profiter pour vous parler d'un livre que j'ai écouté sur le trajet. Un livre que je voulais en fait lire depuis très longtemps, surtout un auteur que je voulais découvrir puisque c'était Stefan Zweig. Et oui, j'ai jamais rien lu de lui. Pourtant, j'en ai des listes, effectivement, des listes de ses livres où je voulais les lire, que ce soit Magellan, enfin toutes ses biographies, etc. Et le joueur d'échecs, entre autres. D'autant plus que le joueur d'échecs, c'est un livre qui fait une centaine de pages à peu près, donc qui est assez court. Et puis j'ai trouvé un audio, donc je vous mettrai le lien de toute façon pour que vous puissiez l'écouter. Alors le joueur d'échecs, malgré le titre aussi qui me rebutait un petit peu, j'avais très envie de lire cet auteur, hein, donc ça ne changeait rien. Mais c'est vrai que je ne joue pas aux échecs, du tout. J'ai joué une fois avec un de mes élèves parce qu'il s'ennuyait et que du coup je lui ai proposé de m'apprendre, voilà. Mais voilà, donc j'ai joué une fois pendant peut-être une demi-heure. Les règles, je ne me rappelle même plus, enfin je suis vraiment pas une joueuse d'échecs. Donc, juste pour dire, ça ne s'adresse pas aux gens qui jouent forcément aux échecs. Alors, donc ça nous raconte l'histoire d'un personnage dont on ne connaîtra pas le nom, qui s'embarque dans un bateau pour aller en Argentine, avec bien entendu une multitude d'autres personnes, et qui est un joueur d'échecs occasionnel, donc qui aime bien ça comme loisir tout simplement. Mais dans le même bateau, en fait, il y a également le champion du monde d'échecs de l'époque.
qui est un... alors je ne sais pas par contre si c'est un personnage réel ou inspiré ou je ne sais pas du tout. Mais cette personne en fait est très moquée autant qu'elle est adulée. Parce que c'est quelqu'un qui s'est fait connaître il y a très peu, qui apparemment a une capacité exceptionnelle à comprendre le jeu d'échecs, à battre tout le monde au jeu d'échecs. Et donc sa réputation s'est faite très vite. Et il est également moqué parce que c'est entre guillemets un simplet de village. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec très peu d'éducation, très peu de capacité mentale vraisemblablement, qui n'a jamais été capable d'apprendre quoi que ce soit, même quand d'autres ont essayé, etc. Et donc bah, forcément les gens se moquent beaucoup de son manque de capacité. Et en fait, donc cette personne, ce champion, va beaucoup intriguer notre personnage principal, qui va tout mettre en œuvre pour essayer de le connaître, ne serait-ce que de lui adresser un petit peu la parole, juste pour par curiosité envers le personnage. D'autant plus qu'il entend aussi qu'il est exécrable, que c'est quelqu'un de très méprisant, de très... Et il veut savoir en fait si c'est un jeu, si c'est en fait s'il prétend être aussi mauvais qu'il est bête, etc. Et voilà, donc en fait notre personnage est très intrigué, il va essayer de mettre en œuvre plusieurs choses, sauf que dans ce bateau, il y a également d'autres joueurs d'échecs qui vont commencer à s'intéresser un petit peu à cette relation, au jeu d'échecs tout simplement, parce qu'ils vont se mettre à jouer aux échecs pour attirer l'attention du champion en personne. Et en fait, alors dès le début, c'est très intriguant, c'est très bien écrit, même si je l'écoutais en audio, je pense pas que ça soit le narrateur, parce que c'était pas un narrateur exceptionnel. Hein. Donc je pense vraiment que c'est l'écriture qui fait que j'ai été très très prise dans l'histoire très vite. Je l'écoutais d'une traite, hein, franchement ça m'a beaucoup plu. Et en fait le titre c'est le joueur d'échecs. Pourquoi le joueur d'échecs? Alors bien entendu en dehors du contexte dont je viens de vous parler, on ne connaît pas le nom de notre personnage principal. Donc effectivement, on l'appelle un petit peu le joueur d'échecs dans notre tête. Sauf que des joueurs d'échecs, il y en a plusieurs. Et très vite, on se rend compte, enfin on se demande quel est réellement le joueur d'échecs qui va être au centre de l'histoire, pardon, au centre de l'intrigue, parce que ça n'est pas forcément celui auquel on pense. Alors s'agit-il du personnage principal, s'agit-il du champion, s'agit-il d'un autre joueur temporaire, s'agit-il de quelqu'un d'autre qui va intervenir plus tard? Ça vous le découvrirez en lisant le livre. Ou est-ce qu'il s'agit tout simplement d'un livre sur tous les joueurs d'échecs qui sont là, ou sur le procédé du jeu d'échecs et ce qu'il peut amener mentalement parlant, ce sur quoi il peut travailler et la psychologie en fait qui est derrière tout ça. Voilà, parce qu'en fait ça c'était un côté qui était très très intéressant, c'est toute la psychologie qui peut se cacher derrière un joueur, toutes les comparaisons avec la vie, les comparaisons avec d'autres choses. Et il faut savoir également que on va remonter un minimum dans le temps avec la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Alors je ne vous en dis pas plus effectivement parce que c'est quand même pas une histoire très très longue, mais j'ai adoré, je me suis régalée, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Il y a tellement de double, triple lecture en fait de choses que l'on peut comprendre entre les lignes. Moi ça m'a beaucoup plu. Et le fait de l'écouter, bah alors par contre pour une fois comme j'ai dit, même si le narrateur était pas exceptionnel, mais ça c'est passé tout seul. Voilà, alors peut-être parce que j'ai très vite été prise dans l'histoire, mais en même temps le narrateur n'avait rien de mauvais non plus, hein. Voilà, je veux dire c'était juste basique. Il a juste pas rendu l'histoire passionnante, je pense que l'histoire était très intéressante au départ. Donc franchement, bah écoutez, encore un classique que j'ai découvert sur une thématique qui ne me poussait pas à me jeter dessus. Mais franchement, voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et puis il faudra quand même que je prenne quelques minutes pour vous parler également de Waldo, que j'avais en cours en fait dès le début du vlog et dont j'ai complètement oublié de vous parler, mais le problème en fait c'est que là il faut que j'aille travailler, donc du coup j'ai pas trop le temps, mais je vais revenir vous raconter ça et puis très certainement boucler ce vlog puisque je pense quand même que sans le vouloir j'ai pas mal d'images à partager avec vous malgré le fait que je n'ai pas réussi à prendre tout ce que je voulais. Voilà, bah écoutez, je vous dis très certainement à tout à l'heure, ciao ciao. Eh bien, rebonjour, je vous reprends un petit peu plus tard, en sortant du boulot en fait. Parce qu'il faut quand même que je vous parle de Waldo, que j'ai terminé, et puis pour boucler aussi ce vlog, puisqu'effectivement il faudrait quand même que je le finisse parce que bah, y en a un autre qui arrive. Voilà, et puis je vous ai quand même parlé d'un certain nombre de livres, et puis Waldo, que j'ai cité dès le début, je n'en ai pas spécialement parlé. Alors je l'ai terminé et alors c'est un petit livre, hein, vous savez, qui fait partie de la collection Une heure lumière de chez Le Bélial. Et très sincèrement, en tout cas, mon impression, c'est j'ai adoré. J'ai presque envie de dire avec surprise parce que je ne connaissais pas du tout Robert Heinlein, bien sûr je connaissais de nom, hein, puisque c'est quand même un auteur de SF très connu.
mais je n'avais jamais rien lu de lui et je sais que parfois le format nouvelle ne permet pas d'explorer complètement un auteur, mais ça permet au moins de découvrir sa plume, le type d'histoire, même si c'est en règle générale pas leur chef-d'œuvre auquel on va accéder de cette façon-là. Alors, Waldo, en fait, se situe dans le futur, dans un monde où, enfin dans un monde sur notre Terre, hein, je pense, mais dans un monde où toute l'énergie est de l'énergie rayonnante, toutes les machines, tous les appareils sont alimentés par cette énergie rayonnante. Et depuis quelque temps, en fait, elle commence à faire défaut, non pas que l'énergie en elle-même manque, mais que les appareils commencent à devenir dysfonctionnels. Ils ont beau les étudier, ils n'arrivent pas du tout à trouver la source du problème, et la seule personne qui peut les aider dans cette entreprise est Waldo. Waldo est un personnage très particulier, c'est une personne qui est handicapée, c'est-à-dire qu'il est né avec une déficience physique importante. Et je me rappelle plus le nom de la maladie par contre parce que elle n'a que très très peu été citée puisque c'est plus son physique qui est décrit plus que sa maladie en tant que telle. Mais à cause de celle-ci, en fait, il a une dégénérescence des muscles vraisemblablement qui fait que il ne peut pas les utiliser. Donc il ne peut pas tenir des choses, il ne peut pas marcher, il ne peut pas fonctionner en fait comme un être humain normal. Et il passe tout son temps, pardon, il passe tout son temps en fait sur une chaise à contrôler des choses à distance. Sauf que Waldo est aussi un génie et que ce génie en fait qu'il a passé toute sa vie à construire des appareils, des machines pour le servir lui avant tout et qui ensuite effectivement ont été achetés, en tout cas les brevets ont été achetés puis réutilisés par les personnes de la société. Hein. Et effectivement, en fait, ce génie fait que il a réussi à inventer des choses assez incroyables, à reproduire aussi. Il a une technique en fait pour reproduire ou pour étudier certaines machines, certains qui sont, enfin bref, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais qui sont vraiment super intrigantes et super intéressantes. Le problème, c'est que Waldo est un personnage complètement misanthrope, exécrable. Il déteste les gens, il est plutôt insultant envers eux, et en fait, il va seulement accepter de les aider parce que lui, ça l'intéresse en tant que génie scientifique de pouvoir trouver une solution alors que d'autres justement n'y arrivent pas, un petit peu pour leur mettre sous le nez. Bref, donc en fait on va explorer cette histoire, mais surtout le personnage de Waldo et son évolution à travers l'histoire, son évolution au début, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu ce personnage, dans ce qu'il en fait... ce qu'il a réussi à créer, à inventer. On nous décrit aussi tout ce système qui est assez fascinant, je dois dire. Et pourtant, au début, je crois que j'en avais parlé dans une autre vidéo, c'est pas que j'ai coincé, hein, parce que je n'ai eu aucun passage qui m'ait bloqué suffisamment pour que j'arrête de lire. C'était plus genre juste quelques lignes de temps en temps qui étaient très poussées sur la technologie. Et ce qui est technologie des machines, j'ai en général un petit peu plus de mal quand il y a plus d'explications. Mais sincèrement, ça n'empêche pas du tout de comprendre l'histoire, même si ça nous passe un petit peu au-dessus du cerveau, on va dire. Hein. J'ai trouvé sincèrement cette histoire absolument fascinante. Que ce soit le personnage, qui a un chien, un petit détail intéressant pour ceux qui apprécient ce genre de choses, à qui n'arrive rien, je préfère préciser, parce que ça pour moi c'est quelque chose qui peut me faire sortir d'une histoire, voire même m'arrêter. Et effectivement, en fait, ce qui se passe dans sa tête, ses procédés, j'essaie de vous expliquer en fait sans trop en dire de l'histoire, bien entendu comme d'habitude, mais non seulement on va suivre l'évolution de Waldo, mais l'histoire en elle-même va virer de la SF vers quelque chose d'autre en fait, quelque chose qu'on pourrait placer dans d'autres catégories. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en fait avec Robert Heinlein. Puisque comme j'ai dit, c'est un grand écrivain de science-fiction, mais quand j'ai pris ce livre-là, je ne savais même pas que c'était de la hard SF, enfin je ne savais pas du tout. Et ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, même si je n'avais pas d'attente spécifique. Mais c'est un livre qui en plus de me fasciner, m'a vraiment surprise. Et écoutez, sincèrement, moi c'est très bien passé, je l'ai vraiment beaucoup aimé, et clairement je vais en lire d'autres de cet auteur. Donc encore un énième auteur que j'ai dans ma liste de il faut que je continue d'en lire. C'est une liste qui va finir par faire 15 mètres de haut, mais bon bref, passons. En même temps c'est bien parce que justement en découvrant des lectures comme ça et en ayant envie d'explorer en fait le reste du travail d'une personne, ça prouve que non seulement on a aimé, mais qu'on veut encore voir d'autres facettes, d'autres choses que ces personnes-là ont écrites. Voilà. Et puis je voulais aussi en profiter pour revenir très vite fait sur Extinction. Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas terminé bien entendu. Il est quand même assez gros. Et puis j'avais pas mal de lectures en cours, mais
Comme je vous en ai déjà parlé, Extinction, c'est un livre de vulgarisation scientifique. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas une histoire. Donc très sincèrement, je n'ai pas besoin de le terminer ou de le conclure pour vous dire j'ai adoré l'histoire ou ce genre de choses. Bien entendu, dans mon prochain vlog, je continuerai de vous en parler, puisque bien sûr je continue, puisque je suis en train de me régaler absolument. Ça, mon opinion n'a pas changé, même après l'avoir avancé depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. Et voilà, donc ça je pense que ça peut attendre, c'est pas comme d'attendre l'impression d'un roman où effectivement on va peut-être être déçu à la fin, ou non, non. Ça je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus, donc voilà. Bah écoutez, c'est le, c'est le mot de la fin en plus, excusez-moi. J'ai la gorge qui me gratouille un petit peu. Puis je suis un petit peu fatiguée, donc bah, j'en profite tout simplement pour vous dire au revoir, à très bientôt pour le prochain vlog, puisqu'il y aura un autre vlog pour le printemps. Encore avec quelques petites explorations et quelques petites choses, même si on sera, je pense, moins dans les fleurs, parce que je pense que dans celui-ci, je vous ai saoulé de fleurs. Mais j'avais beaucoup de mal à choisir les images au montage. Je sais que j'en ai mis beaucoup, mais cette fois-ci, je vais faire exprès de... Je vais essayer de penser à mettre les timestamps, là, je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, les trucs avec des titres, pour que vous puissiez sauter toute cette partie jardin et fleurs, si ça n'est absolument pas ce qui vous intéresse. Voilà. En même temps, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que soit ça vous intéressait, soit vous avez bien vu que vous pouviez sauter le passage, voilà. Mais j'avais beaucoup de mal à en enlever, j'avais beaucoup de mal à... Et puis comme je l'ai dit aussi, moi ce genre de vlog, en fait, ça me sert aussi un petit peu de souvenirs, et ce sont des images où ça me fait plaisir de les revoir. Ça me détend beaucoup, surtout quand c'est la nature. Et donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous fera autant plaisir qu'à moi de voir des paysages comme ça. Et puis sinon, au moins que mes blablatages sur les bouquins vous auront intéressé. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain vlog. Bye bye!